Bon, alors la semaine dernière, on avait parlé un peu de l'espace, un peu du temps, surtout de l'espace. J'avais un peu rappelé le cadre de la physique classique. En fait, le cadre de la physique en général, c'est vrai aussi en physique relativiste et en physique quantique. Il y a un cadre général à l'ensemble des phénomènes physiques qui est donné par l'espace et le temps. Donc, j'avais rappelé que selon notre perception, notre compréhension intime du monde, les phénomènes physiques se rapportent à des choses, des objets identifiés par eux-mêmes, qui existent en tant que tels. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais enfin, on sait ce à quoi on se réfère quand on dit ça. Donc des objets, des entités physiques qui existent en elles-mêmes, qu'on peut appeler des systèmes physiques de façon plus générale, qui sont distribués dans l'espace, c'est-à-dire qui entretiennent entre eux des relations spatiales, et dont l'état, qui définit donc ce qu'ils sont à un instant donné, évolue dans le temps, justement. Donc il y a cette dimension temporelle qui est importante, qui est tout aussi mystérieuse que celle d'espace, peut-être même plus encore d'ailleurs, mais qui est là, et on avait commencé à essayer d'examiner quelle était la forme de ces ingrédients fondamentaux de la réalité physique, en tout cas la manière dont ils se présentent à nous, intuitivement, spontanément. Et on avait commencé par identifier un point absolument crucial, c'est que la notion de point dans l'espace n'a aucun sens si on ne précise pas dans quel référentiel on se place pour désigner le point. J'avais vraiment insisté pour dire que si je désigne un point ici, je ne désigne rien si je ne dis pas c'est le point considéré par rapport, enfin comme lieu particulier dont la distance à tous les autres points d'une référence, par exemple cette pièce ou autre chose, reste fixe. Et donc il n'y a pas de point de l'espace dans l'absolu, ça ne veut rien dire, il y a des points situés par rapport à d'autres, et précisément parce qu'il y existe un temps et que par conséquent il y a des états du monde qui se succèdent, encore une fois, dans notre perception spontanée de la réalité physique, précisément parce qu'il existe un temps, il n'existe pas de point de l'espace, puisque un point de l'espace, du point de vue désigné comme point d'un référentiel, du point de vue d'un autre référentiel, ce point n'est pas un point, mais une trajectoire, puisqu'il y a plusieurs instants. Et donc, si on est au sein d'un référentiel, ok, on peut définir un espace en désignant chaque point par la distance qu'il a à tous les autres points du référentiel en question. Et vous voyez aussi au passage que pour être un référentiel, il faut être un corps solide au sens où on appelle corps solide un corps dont chacun des éléments garde une distance fixe par rapport aux autres. Parce que si ça bouge, alors vous ne pouvez pas désigner un point par sa distance aux autres points. Donc tout ça est très clair. On ne peut parler de point de l'espace qu'au sein d'un référentiel, et c'est précisément parce qu'il y a du temps qu'il peut y avoir du mouvement, c'est un changement de position, un changement dans quoi? Enfin, un changement entre l'instant précédent et l'instant suivant. Donc, il peut y avoir des mouvements, donc on peut identifier justement des corps physiques dont la distance entre eux ne reste pas fixe. C'est ça le mouvement, en fait. C'est pas passer d'un point à un autre, ça dépend du référentiel. Chaque corps, par rapport à lui-même, il est toujours là où il est. Donc, il n'y a pas de mouvement non plus comme ça dans l'absolu. Par contre, si vous considérez deux corps, vous pouvez dire qu'ils sont en mouvement l'un par rapport à l'autre, et ça c'est de façon complètement absolue, dès lors que leur distance varie au cours du temps. Vous voyez, vous avez besoin du temps, évidemment, pour pouvoir dire que ça varie, par définition. Mais donc, il y a le temps, il y a l'espace, mais il était vraiment important de bien poser dès le départ qu'un point de l'espace en soi, ça ne veut rien dire. Néanmoins, une fois qu'on a choisi un référentiel, et donc qu'on a spécifié un corps de référence, on peut construire un espace par donc, la distance à l'ensemble des points, enfin, désigner des points par leur distance à l'ensemble des points du référentiel considéré. Et une fois qu'on a construit cet espace, ce n'est pas une construction arbitraire. Il y a un sens physique pertinent à parler d'espace au sein d'un référentiel. Quelque part, c'est pas a priori évident, enfin, c'est pas nécessaire. Le fait qu'on puisse construire un espace en rapport avec un corps ne veut pas dire que cet espace est nécessairement pertinent du point de vue de la physique. Mais évidemment, si cette notion nous est venue, cette notion d'espace avec des distances, avec un sens physique,
c'est parce qu'il y a une certaine pertinence. Jusqu'où on pourra pousser, enfin, jusqu'où on pourra faire de la physique en s'appuyant sur cette notion de distance, on ne sait pas. Pour l'instant, jusqu'au bout. C'est-à-dire que cette notion de distance reste pertinente dans toutes les théories physiques établies à ce jour. Peut-être un jour, il faudra en sortir. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a une certaine pertinence à dire que la distance entre ces deux points-là, A et C, est 2 fois plus grande que la distance entre A et B. Et j'ai une procédure physique très claire pour faire des mesures de distance. J'ai choisi une unité, je la mets là, je la reporte bout à bout, et voilà, je compte, je peux compter. Donc je peux mesurer des distances et des durées aussi au sein d'un espace. Ce n'est pas parce que ces points-là n'ont de sens que dans le référentiel, sinon c'est des trajectoires, ça dépend du référentiel, mais je peux parler de 2 points dans un référentiel. Ce n'est pas parce que ces points n'ont de sens que dans le référentiel que la notion de distance dans ce référentiel n'est pas pertinente. Elle est pertinente. On peut faire de la physique dans un référentiel, on peut regarder des mouvements dans un référentiel et voir qu'il y a des relations simples, que si je lâche un corps d'une hauteur h dans un champ de pesanteur, enfin, genre ici, il va tomber vers le bas et je peux dire que l'intervalle de temps qu'il met à rejoindre le sol dépend de la hauteur h. 1 demi GT2, 1 demi, voilà, 2h sur G, pardon. Voilà la durée, et ça a un sens. Et si je vais 2 fois plus haut, ça va mettre racine de 2 fois plus de temps à tomber. Enfin, il y a une réalité physique quand même, derrière la notion de distance et d'intervalle de temps. Mais cette réalité physique n'a a priori de sens qu'au sein d'un référentiel, puisque je ne peux parler d'un point, le point de départ et le point d'arrivée, que si j'ai spécifié un référentiel. Bon, ça, on l'avait vu clairement, et j'avais rappelé que non seulement il y a un espace pertinent, avec une notion de grandeur physique, j'avais insisté sur ce qui était vraiment une grandeur physique, hein, on peut faire des rapports, etc., et que ça a un sens numérique. Je ne sais plus comment j'ai commencé ma phrase à nouveau. On a une notion d'espace qu'on construit au sein d'un référentiel, mais elle est pertinente, elle intervient dans les lois physiques, et tout va bien. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je me suis perdu, j'ai commencé une phrase. Vous savez ce que j'ai dit tout à l'heure ? Comment j'ai commencé ma phrase ? J'ai oublié. C'est Alzheimer, ça arrive tôt. Bon, en tout cas, on a donc, au sein d'un référentiel, on sait écrire les lois de la physique en termes d'espace et de temps. Maintenant, dans la mesure où on ne peut construire l'espace que dans un référentiel, nous impose de nous poser la question, quel est le lien entre l'espace qu'on a construit au sein d'un référentiel et l'espace qu'on peut construire au sein d'un autre référentiel. Puisqu'en fait, pour chaque référentiel, je peux construire un espace avec la même procédure. Donc, ah oui, ça y est, j'ai retrouvé ce que j'étais en train de dire. J'étais en train de parler de la structure de l'espace en question. Pardon. Non seulement... on peut construire un espace avec les distances, mais cet espace a une structure particulière qui se trouve être, en tout cas dans notre intuition physique, pour l'instant j'en dis pas plus, se trouve être l'espace affine euclidien de dimension 3. Pardon. Donc, j'avais rappelé la définition mathématique de l'espace affine. À chaque paire de points A et B, vous pouvez attribuer un vecteur, le vecteur qu'on note AB, mais enfin on l'appelle comme on veut, V égale AB, et un vecteur de l'espace, enfin en tout cas isomorphe à l'espace R3, donc, que vous pouvez repérer par 3 coordonnées, qui sont habituellement les coordonnées cartésiennes. Et par ailleurs, vous rappelez qu'on a AB plus BC égale AC, ça c'est une exigence pour l'espace affine, et ça nous est complètement naturel. Et puis, par ailleurs, pour chaque vecteur, si je choisis un certain vecteur U et que je me donne un point C,
il existe un unique point D, donc si U c'est un certain vecteur qui appartient à R3, donc là je le dessine, mais je ne peux pas le dessiner, c'est juste un vecteur abstrait dans l'espace R3. Il existe un seul point D, tel que le vecteur CD, celui que je construis de cette manière-là, à partir de 2 points, à chaque paire de points, il y a un vecteur associé. Eh bien, si je choisis un point et un vecteur, il y a un seul, il y en a un et il y en a un seul point, tel que le vecteur CD soit le vecteur que j'ai choisi, quel que soit le vecteur choisi. Donc ça, c'est vraiment la structure de notre espace, c'est comme ça. Alors, est-ce que c'est vraiment vrai? En fait, en relativité générale, on sait que non, maintenant, mais tant qu'il n'y a pas des champs... tant qu'il n'y a pas des champs gravitationnels très intenses, oui, c'est quasi parfaitement vrai. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment le cadre de notre intuition physique. Quand Euclide écrit la géométrie euclidienne, il n'a pas la moindre idée que ça pourrait être autrement. Et nous-mêmes non plus, d'abord jusqu'au 19e siècle, où on découvre que, ah ben non, en fait. Et puis même au 21e siècle, jusqu'à ce que vous l'appreniez à l'école, qu'en fait, non, attendez, c'est peut-être pas si simple, il y a d'autres géométries, etc. C'est évident pour tout le monde que c'est ça notre espace. Bon, alors, il se trouve qu'en relativité restreinte, bien qu'on élargit la notion d'espace à la notion d'espace-temps, et ça va nous occuper au moins la moitié du semestre, de faire naître cette notion d'espace-temps, de voir ses propriétés, etc., il n'en reste pas moins, c'est important à l'avoir en tête, que l'espace construit sur n'importe quel référentiel, alors on va se limiter au référentiel galiléen après, je vais en dire un mot, mais l'espace qu'on peut construire sur un certain référentiel, c'est cet espace-là. Donc on ne va pas modifier la structure de l'espace, elle est ce qu'elle est, ça marche très bien. Au sein de chaque référentiel, on sait faire de la physique, elle est ce qu'elle est. Ce qu'amène la relativité, la théorie de la relativité, ici restreinte, générale aussi, mais ici restreinte, c'est que si on regarde la correspondance entre l'espace et le temps construit au sein d'un référentiel et l'espace et le temps construit au sein d'un autre référentiel, il apparaît des choses inattendues. En fait, il apparaît une chose inattendue, c'est que la structure de l'espace est la même dans chaque référentiel. La structure du temps aussi. Mais leur correspondance, on croyait qu'elle se faisait avec l'idée que c'est le même temps, quel que soit le référentiel. Il y a le temps, c'est le temps qui dit ce qui est, ce qui existe maintenant. Je vous ai parlé de cette intuition que la réalité est instantanée. On a l'impression qu'il y a des choses qui ont existé, qui n'existent plus. Et puis il y a des choses qui existeront, mais qui n'existent pas encore. Mais ce qui existe vraiment là, maintenant, c'est justement, ça désigne certains événements particuliers qui ont la propriété de coexister. Ça, c'est vraiment notre intuition. Bien ça, c'est faux. C'est vraiment faux, c'est juste faux. On va voir pourquoi ce n'est pas du tout un problème en fait que ce soit faux, et pourquoi ça ne remet pas en cause les choses encore plus profondes que l'on pense de la réalité physique. Évidemment, on pense que ça c'est vrai, donc ça remet en cause ça. Mais finalement, ce n'est pas si gênant que ça. Et on va voir comment on peut manipuler ces choses-là, comment ça se manifeste. Évidemment, ça a des conséquences physiques, soit. Acceptons-les, enfin de toute façon même si on ne les accepte pas, ils sont là quand même, c'est comme ça. Mais on va vraiment faire surgir le fait que cette idée préconçue qu'on peut construire un temps universel indépendant du référentiel, cette idée est en fait très fragile. Et quand on regarde en détail, on voit que, ah ben non, en fait, il n'y a aucune raison. Et du coup, ce qu'on va faire aujourd'hui, ou en tout cas vers la fin du cours, et peut-être si ce n'est pas fini, on continuera la semaine prochaine, c'est qu'on va simplement cesser de supposer ce qui nous paraît être une évidence, qu'il y a un temps universel. Il suffit de cesser de supposer ça, et juste de reprendre les choses tranquillement, de regarder vraiment où nous mènent nos intuitions sur l'espace, le temps. Alors notre intuition sur l'espace, c'est ça l'espace. Très bien, on ne va rien changer. Oui, c'est ça notre intuition de l'espace. On a aussi une intuition sur le temps. C'est qu'on a un temps, alors Newton dit uniforme, enfin, le problème c'est que, quand on commence à faire de la relativité générale, c'est-à-dire qu'on commence à envisager des géométries différentes, on s'aperçoit que justement, ce qui nous paraît évident du temps, c'est pas si simple à exprimer, à dire ce que ça veut dire, parce que tout notre langage et toute notre conception, toutes nos conceptions s'appuient sur l'évidence, qui est justement prise en défaut. Donc c'est un peu délicat. Mais, quoi qu'il en soit, le temps
que l'on peut construire au sein de chaque référentiel aura bien toutes les propriétés du temps qui nous est complètement intuitif. C'est juste que quand on passe à un autre référentiel, attention, ça a à nouveau les mêmes propriétés. De même que dans chaque référentiel de l'espace C, l'espace 3D, euclidien, standard. Mais c'est le lien entre les deux qui pose problème, qui n'est pas ce qu'on croit spontanément être. C'est pour ça que c'est très important de comprendre qu'il n'y a pas un espace et un temps. Il faut construire l'espace et construire le temps sur un référentiel. On a besoin de référentiels pour parler d'espace. Bon, voilà, encore une fois, un point dans un référentiel, c'est une trajectoire dans un autre. Donc, il n'y a pas de point si je ne réfère pas à un référentiel. Bon, donc, ce qu'on va voir, c'est... on va dire un petit mot du temps. Alors, je ne sais plus où j'en suis dans mes comptes dans mes grands 1, premièrement, comme je ne suis pas tout à fait mon plan, je pense qu'on était dans un grand 2, espace et position, probablement. Ensuite, j'avais fait un truc sur la structure de l'espace, où j'avais dû parler donc de l'espace affine, et puis je crois qu'on s'était arrêté là, plus ou moins. Ok. Alors, juste en troisièmement ou quatrièmement de ce paragraphe-là, je vais rajouter un point sur les systèmes de coordonnées. Je ne crois pas que j'avais parlé de système de coordonnées encore. Ok. Alors, je ne sais plus si c'est troisièmement ou quatrièmement, système de coordonnées. Donc, l'espace, maintenant, on sait ce que c'est. Donc, on a besoin d'un référentiel pour le construire, très bien. Donc, on prend un référentiel, on construit l'espace à partir des distances. Cet espace a une structure très claire, l'espace affine, euclidien, standard. Et associé à cet espace, il y a une structure métrique. C'est-à-dire qu'il y a une notion de distance. C'est évident en physique, puisque on construit l'espace à partir de cette notion de distance. Mais il ne faut pas oublier qu'elle est là. Et cette distance, c'est la distance qui correspond à la notion de produit scalaire et de normes canoniques au sein de l'espace R3. C'est-à-dire que vous pouvez choisir un système de coordonnées. Disons, vous fixez une origine, évidemment, où vous voulez. Tous les points se valent. L'espace R3, en tant que espace affine, l'espace affine associé à l'espace vectoriel R3 n'a pas d'origine. C'est précisément ça, n'a pas d'origine privilégiée. C'est précisément ça le cœur de la notion d'espace affine. R3 en tant qu'espace vectoriel, c'est-à-dire triplet de nombres réels. C'est ça R3. C'est l'ensemble des x, y, z, tels que x, y et z, soit chacun dans R. En tant qu'espace vectoriel, avec donc une loi d'addition. Vous additionnez les nombres coordonnées par coordonnées, et puis une notion de multiplication par un scalaire. Et le scalaire en question, vous êtes un espace vectoriel sur R, bien sûr. Donc, si vous multipliez A fois ce vecteur-là, ça fait AX, AY, AZ. Bon, ça, c'est l'espace vectoriel R3. Mais évidemment, cet espace vectoriel, il a un point privilégié, c'est 0. Parce que dans les... 0, c'est pas n'importe quel autre nombre. 0 fois n'importe quoi, ça fait 0. Il y a un point privilégié. Mais justement, l'espace affine, c'est un espace... Vous vous rappelez que c'est un espace affine, c'est à la fois un ensemble de points et l'espace vectoriel en question. Et l'idée, c'est qu'en chaque point, vous avez cet espace vectoriel. C'est-à-dire, vous prenez un point n'importe lequel, je l'appelle O, mais ça n'a rien à voir avec 0. Je prends un point, et à partir de chacun de ces points, je peux trouver n'importe quel... je peux construire tout l'espace, M1, M2, MI, en disant que MI, c'est le point unique tel que OMI égale le vecteur VI que je choisis. Tous les vecteurs possibles peuvent être matérialisés dans l'espace à partir du point O, mais à partir de n'importe quel point. Si je prends un point A, je peux trouver le point unique tel que A, le point unique BI, tel que ABI égale
le même VI. Hein, d'accord? Donc, vraiment, c'est important, hein, l'espace affine. Vous avez l'espace R3 qui est ce qu'il est. Lui, il a un point privilégié, c'est 0, évidemment, en tant qu'espace vectoriel. Mais l'espace affine fait qu'en chaque point, vous avez la même structure vectorielle. D'accord? Donc ça, c'est très important, parce que ça veut dire que, par construction, mais encore une fois, c'est notre intuition. Si ce n'était pas le cas, ce n'est pas le cas, bon, mais c'est le cas, sauf en relativité générale. Enfin, en chaque point, il y a le même espace, et vous pouvez faire une correspondance entre un vecteur qui part de ce point-là et un vecteur qui part de ce point-là. Vous pouvez dire que c'est le même, par exemple. Et donc, vous pouvez prendre un vecteur et le transporter dans l'espace parallèlement à lui-même. Toutes ces notions sont sont données avec cette notion d'espace affine. Et puis, du coup, vous pouvez aussi faire des produits scalaires entre vecteurs en des points différents. En chaque point, vous avez l'espace construit, vous avez l'espace vectoriel R3 attaché à ce point-là, et puis vous avez un autre attaché là, puis un autre attaché là. Mais l'idée, c'est que c'est justement, en fait, c'est le même. C'est le même, c'est-à-dire que, normalement, dans un espace vectoriel, si vous avez une structure métrique, pour nous, elle y est, puisqu'on construit l'espace par la structure métrique. Si vous avez une structure métrique, c'est un produit scalaire, défini positif, donc vous pouvez faire une norme, etc. Vous prenez deux vecteurs de l'espace, A et B, et vous en faites un nombre, A scalaire B. Voilà, c'est le principe. Et vous faites ça de façon bilinéaire, c'est une forme bilinéaire, d'accord, symétrique, A scalaire B égale B scalaire A, etc. Et puis évidemment, vous appelez norme, si elle est bien définie positive, comme c'est le cas ici, vous appelez norme au carré de A scalaire A, c'est positif, tout va bien, etc. Donc vous pouvez dire la longueur du vecteur A, c'est racine de ça. Et puis voilà. Bon. Donc ça, vous pouvez travailler au sein d'un espace vectoriel. Le truc, c'est que si vous avez un vecteur en ce point-là et un vecteur en ce point-là, est-ce que vous pouvez faire le produit scalaire? Normalement, ils n'appartiennent pas au même espace. Ben, en fait, si, dans l'espace affine, l'idée, c'est que c'est le même espace partout. Tous les points, en chaque point, c'est pareil. Donc vous pouvez dire, j'ai ce vecteur ici, A' qui part de A, et le vecteur BB' qui part de B. Je peux faire leur produit scalaire. Bon, mais vous êtes habitués à tout ça. Mais je le souligne parce que vous voyez qu'on a besoin de cette structure. On a besoin de comprendre qu'on a cette structure spontanée et on a besoin de le dire explicitement, de l'expliciter. Ouais, donc, vous avez cette capacité, vous avez cette forme bilinéaire symétrique, ce produit scalaire, et évidemment, le produit scalaire canonique dans R3, vous le connaissez tous, hein, si vous avez x1, y1, z1, et donc le premier vecteur v1, et x2, y2, v2, z2, z2, v2, le produit scalaire, cette forme bilinéaire, c'est x1, x2, y1, y2, z1, z2. Autrement dit, vous avez une base canonique dans l'espace R3, qui est la base 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, trois vecteurs de base, et vous dites que cette base est orthonormée pour le produit scalaire, justement, canonique. D'accord? Bon. Donc, on a ça, mais ça, justement, ça c'est abstrait, ça c'est les propriétés de l'espace vectoriel. Dans n'importe quel espace vectoriel, R3, je peux le munir de son produit scalaire canonique, je peux le munir d'un autre, peu importe. La question, c'est quelle est la correspondance entre ce produit scalaire, entre vecteurs de l'espace vectoriel attaché à un point, par exemple, et la vraie distance physique, puisqu'on a vu que la distance a un sens physique. Quel est le lien donc, entre ce produit scalaire et la vraie distance physique? Alors, l'idée, c'est de dire que justement, comme on a construit l'espace à partir de la notion de distance, en fait, le lien, il est déjà établi. Et donc, ça veut dire qu'il est possible d'attribuer des coordonnées à chaque point
à partir d'une origine, peu importe l'origine, c'est tous pareil. Mais je choisis une origine, et chaque point, je peux l'identifier par son vecteur dans R3, avec des coordonnées qui sont telles justement que la norme du vecteur OM soit, au carré, soit précisément la distance entre O et M au carré. D'accord? Donc, je peux du coup, une fois que j'ai choisi une origine, chaque point M, je peux le repérer par son vecteur, enfin le vecteur OM, il y en a un unique, mais ce vecteur-là, comment je le désigne? Quand je dis c'est celui-là plutôt qu'un autre, je donne les trois nombres-là. Du coup, ces trois nombres, les trois nombres qui correspondent au vecteur en question dans R3. Du coup, ces trois nombres deviennent des coordonnées du point. Chaque point est désigné par trois nombres. Bon, si je les prends comme coordonnées, j'ai un système de coordonnées pour l'ensemble de mon espace. Je choisis une origine et je choisis un système de coordonnées justement particulier qui peut me permettre d'écrire comme ça que la distance de M au carré, de O à M au carré, c'est OM scalaire OM, avec le vecteur représenté par ces trois coordonnées. Bon. Évidemment, je peux choisir d'autres systèmes de coordonnées. Par exemple, je pourrais décider de prendre... d'abord, je pourrais décider de multiplier par 2 toutes les coordonnées. Je pourrais aussi prendre des coordonnées au carré. Enfin, ces nombres-là au carré, c'est un bon système, enfin, sauf que je peux voir que la moitié de l'espace, mais je les multiplie au cube, voilà. Je pourrais prendre chaque coordonnée de chacun de ces vecteurs, enfin, des éléments de ce vecteur-là, je les mets au cube, et c'est un bon système de coordonnées. C'est un bon système de coordonnées qui me permet, si je vous donne trois nombres, vous savez de quel point je parle. Si je vous donne un point, vous savez quels sont les trois nombres qui correspondent. C'est un bon système de coordonnées. Le seul truc, c'est que si vous voulez calculer des distances, ça ne va pas être très pratique. Et puis aussi, si vous regardez, donc si vous avez un point A1, un point A2, un point A3, avec des coordonnées x, y, enfin x1, y1, z1, pareil avec 2 et pareil avec 3. Et vous demandez, si vous avez cette distance-là qui est 2 fois celle-là, il ne sera pas vrai que x3 moins x2 sera 2 fois x2 moins x1. Si en fait ce x, c'est le carré de la vraie coordonnée cartésienne sous-jacente, du coup, ce ne sera pas vrai. Vous ne pouvez pas avoir à la fois x3 moins x2 qui vaut 2 fois x3 moins x1, et pareil avec les cubes. Donc, évidemment, chaque choix de système de coordonnées, qui a priori est parfaitement correct, va vous donner des relations différentes. C'est évident que si on ne veut pas s'embêter, on a intérêt à prendre un système de coordonnées qui traduit directement les propriétés métriques de l'espace. Et c'est ça, les coordonnées cartésiennes, rien d'autre. C'est un choix parmi d'autres qui fait que si vous avez un point... si vous avez un point M1 à la coordonnée, je vais même dire x1, 0, 0, et un point M2 à la coordonnée x2, 0, 0, eh bien, la distance physique entre M1 et M2, eh bien, c'est x2 moins x1. Enfin, je vais le mettre au carré, x2 pourrait être plus petit que 1, plus petit que x1, voilà. Vous voyez bien que ça, c'est vrai dans un certain système de coordonnées. Si comme coordonnées, je peux prendre ça comme coordonnées. À ce moment-là, c'est plus vrai, ça va être ça, en fait. Puisque vous commencez à vouloir manipuler ces grandeurs-là, on voit bien que c'est juste pas un bon système. Donc, on va prendre le système le plus simple qui soit, celui qui est forgé sur la structure métrique de l'espace. Et cette structure métrique, c'est celle qui est associée à la structure, au produit scalaire canonique dans R3, mais il n'y a rien de nouveau à ça, c'est ce qui permet d'écrire le théorème de Pythagore. Donc, si on veut être plus général maintenant, si vous mettez Y1 et Z1 ici, et Y2 et Z2, on va retirer les carrés, et donc, comme vous le savez, on a la distance entre M1 et M2 au carré,
qui vaut donc x2 moins x1 carré, plus pareil en y, et plus pareil en z. Voilà. Ça, c'est le théorème de Pythagore que vous connaissez tous. Voilà. Bon. Alors, vous savez très bien que dans certaines situations physiques, ça peut être utile d'utiliser d'autres types de coordonnées. Par exemple, polaires, ou cylindriques, ou sphériques. Il est évident que si vous étudiez un mouvement d'un corps sur un cercle, c'est un peu con de voir que x varie, que y varie avec des sinus, des cosinus, etc. Alors qu'il suffit de vous repérer juste par l'angle. Vous avez un certain rayon, et puis vous regardez juste comment varie l'angle, et vous étudiez le mouvement autour de ce cercle. Donc, ce n'est pas toujours le plus pertinent, ce système. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est le système qui correspond aussi à la métrique sous-jacente. Donc, si vous êtes complètement général, c'est une bonne idée d'utiliser des coordonnées cartésiennes. Alors maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des changements de système de coordonnées, y compris au sein de la classe des coordonnées cartésiennes. Alors, vous connaissez ça par cœur, je vais juste le réécrire parce que on fera pareil après dans l'espace-temps. Et ça va être important de voir les similitudes et les petites différences. Donc, changement de système de coordonnées. Donc là, ça, c'est donc cartésien. Je crois que je n'ai même pas écrit le mot au tableau, mais voilà, ce sont les coordonnées cartésiennes qu'on va choisir spontanément, mais c'est complètement arbitraire. Enfin, on pourrait choisir autre chose, mais justement, la particularité, c'est qu'elles sont liées, c'est pas arbitraire justement, c'est lié à la structure métrique de l'espace en question. Donc, changement de système de coordonnées, mais de système de coordonnées cartésien. Je m'en tiens là. Alors, donc, je choisis une origine, je vais me mettre à 2D, x, y, je vais mettre z si on veut. Première chose, je peux prendre la même base de vecteurs ux et uy et juste changer de point. Je passe en O'. Je pourrais mettre ux', uy', mais justement l'idée c'est que mon ux' c'est ux et uy' c'est uy. Vous voyez que je peux faire ça parce que j'ai cette structure affine sous-jacente qui fait qu'en chaque point, je peux identifier l'espace vectoriel en un point et l'espace vectoriel dans l'autre et dire bah, c'est le même vecteur. Donc ça a un sens de dire ux' égale ux, même si ce n'est pas le même système de coordonnées. Donc, vous savez bien, dans ce cas-là, qu'on a quoi? On a du coup x' qui vaut x moins x de O', où x'O', c'est la coordonnée du point O', la coordonnée x de O' dans ce repère-là, ce système de coordonnées-là. Vous avez y' qui vaut y moins y0, enfin moins y de O'. Et bien évidemment, si vous regardez comment on calcule les distances dans ce nouveau système de coordonnées, vous voyez qu'à nouveau, ça, vous pouvez aussi l'écrire x'2 moins x'1 au carré, plus y'2 machin au carré, plus pareil pour z au carré. Donc c'est la même structure, c'est-à-dire faire un changement de repère et de système de coordonnées par une simple translation, ça ne modifie pas la nature cartésienne du système de coordonnées, et donc les distances s'expriment pareil, enfin voilà. Donc bon, ça c'est juste une façon de dire qu'on a le choix de la position, mais c'est vraiment important de comprendre que c'est donné avec notre représentation de l'espace, que tous les points se valent. Ça c'est absolument fondamental. On va l'utiliser tout à l'heure pour démontrer la transformation de Lorentz. Tous les points se valent, il n'y a pas un point différent d'un autre. Évidemment, une fois que je peuple cet espace d'objets physiques, si je mets un corps physique là, par exemple, et que j'en mets pas là, ah bah, les points ne se valent plus, évidemment. Puisque, par exemple, si ça a une certaine masse, bah, si je pose un corps ici en haut, il va être attiré par là. Ici, ah bah non, il va être attiré par là. Ils ne se valent plus du tout. Oui, d'accord. Mais quand on dit ils se valent, c'est si au lieu de le corps, si au lieu de l'avoir mis là, je l'avais mis là, alors il se passerait là exactement ce qui se passe là quand je mets le corps là, quoi. Bon, c'est une translation globale. Bon, c'est évident. Hein. L'autre chose importante, donc ça c'est lié, si vous voulez, à l'invariance par translation. L'autre chose importante, c'est l'invariance par rotation. Alors voyons comment ça se passe. Encore une fois, vous connaissez ça très bien. Je le fais très très vite parce que voilà, ce sont des notions simples, mais il faut savoir lesquelles on peut conserver
en relativité et lesquels on peut jeter. Donc c'est toujours bien de revoir ça proprement. Je vais faire juste une simple rotation A2D sans translation, juste en changeant le système d'axe. Je prends x', y' avec ici un angle θ. Évidemment, je prends toujours un angle droit entre les deux je prends une base orthonormée, tout simplement. Et donc, je peux écrire que le nouveau vecteur ux', eh bien, c'est cos θ ux plus sin θ uy, et que le nouveau vecteur uy', eh bien, c'est moins sin θ ux plus cos θ uy. Et en écrivant que le vecteur OM, par définition, c'est ux' plus y', uy' dans le nouveau système, mais c'était avant x, ux plus y, uy dans l'ancien système. En remplaçant simplement ux' et uy' par ce qu'ils valent, je vois qu'il y a une relation spécifique entre x et x', qui est que eh bien, x, et donc si je remplace ux' là-dedans, je vais voir que suivant le vecteur ux, je vais avoir x' cos θ moins y' sin θ, et que y, c'est x' sin θ, ici, plus y' cos θ. Bon, ok, super, changement de coordonnées par simple rotation. Et bien évidemment, si je calcule la distance entre O et M, je peux noter OM carré, la norme du vecteur OM, ou la distance physique entre O et M, eh bien, parce que je suis dans un espace euclidien, c'est donc x2 plus y2. Et si je remplace x et y par ce qu'ils valent, j'ai donc ça au carré plus ça au carré. Ça au carré, ça me fait x' carré cos θ carré, mais je vais avoir ici x' carré sin θ carré. Ça au carré plus ça au carré, donc j'ai bien x' carré. Je vais avoir aussi ça au carré plus ça au carré, ça fait y' carré. Et puis j'ai le double produit d'ici et le double produit de là, mais il y en a un avec un signe moins, l'autre avec un signe plus, donc c'est tout. Et donc j'ai à nouveau OM qui vaut x' carré plus y' carré. Ça s'exprime pareil. Bon. Et alors, le point clé par rapport à l'isotropie de l'espace, c'est que c'est exactement la même chose de considérer un système physique. Un corps physique ou un système. Je prends un système physique et je le regarde dans ce système d'axe, puis après, je change de système d'axe. Je fais une rotation. C'est pareil de tourner le système d'axe ou bien de tourner le corps du même angle, mais dans l'autre direction. Si le corps, je le représente comme ça, voilà. Regardez ce corps-là du point de vue de x', y' par rapport à ce corps-là du point de vue de xy. C'est pareil que si je garde le système xy, mais que je tourne le corps du même angle, enfin de moins θ. C'est pareil. D'accord ? Donc l'isotropie, c'est qu'en fait, l'orientation d'un corps dans l'espace construit toujours au sein d'un référentiel n'a aucune incidence, sauf si je ne tourne pas des choses qui influent sur lui, bien sûr. Mais si je tourne tout ce qui influe sur lui de la même façon, en fait, c'est la même situation. Et ça se traduit dans les coordonnées par le fait que changer ces coordonnées en celles-là, ça ne change rien, c'est juste, ça ne va rien changer à l'écriture des lois, à l'écriture de toutes les relations qui peuvent faire intervenir globalement ces coordonnées. Okay ? Une autre façon de le dire, qui est plus intéressante peut-être, c'est de dire que les lois de la physique, en fait, elles doivent pouvoir s'écrire d'une manière qui ne dépend pas du système de coordonnées choisi. Parce que sinon, ça veut dire que oui, ces systèmes, ils ne se valent plus. Et alors, évidemment, vous le savez tous, la physique classique sait parfaitement faire ça.
au sein de l'espace. Donc, je peux mettre, je ne sais pas, est-ce que c'est un... Ouais, je vais faire un grand 3 tout de suite. Donc, je l'avais appelé mouvement, temps, mouvement cinématique. Bon, pourquoi pas. Allez, temps, mouvement cinématique. Donc là, on parle donc, des lois de la physique qui décrivent justement le changement. Et comme on fait de la mécanique, on peut tout ramener à la mécanique en physique classique. Changement, ça veut dire mouvement. Quand vous changez la température d'un corps, en fait, si vous regardez vraiment à l'échelle des particules élémentaires, c'est un changement de mouvement. Enfin, vous pouvez suivre les particules individuellement. Et non, je ne peux pas dire que si je chauffe le gaz de cette pièce, là, comme ça, macroscopiquement, je ne peux pas dire qu'il y a eu un mouvement. Je peux dire qu'il y a eu un changement, ce n'est pas la même température. Mais en fait, il y a un changement de l'état de mouvement des molécules au sein de la... Donc, on peut ramener à la mécanique. Donc, c'est pour ça que je vais juste m'intéresser au mouvement. Je prends vraiment des choses élémentaires. Le reste qui se construit dessus, enfin, tout ce que je vais trouver sur les choses élémentaires va évidemment... Enfin, Enfin, ça va rejaillir sur tout ce qui se construit à partir de ces choses élémentaires. Ça va de soi. Donc, oui, donc je disais que les lois de la physique doivent, si vraiment c'est vrai que l'espace c'est comme ça, etc., les lois de la physique doivent doivent être conformes à cette universalité de l'espace, cette homogénéité de l'espace, donc invariance par translation, et isotropie, invariance par rotation. Et donc, je le disais, on peut choisir le système de coordonnées qu'on veut, tant qu'à faire, prenons le système de coordonnées cartésiennes, mais ça ne change rien. Justement, le truc, c'est que les lois de la physique doivent pouvoir être écrites d'une manière qui ne fait aucune référence au système de coordonnées, puisqu'il est indifférent. Et, de fait, vous connaissez tous la loi de Newton. La loi de la mécanique, il n'y en a pas d'autre, c'est juste ça. Après, la question, c'est quoi les forces? Mais la loi, c'est ça. Je pourrais réécrire, on verra plus tard de façon plus judicieuse comme ça. Mais là, vous voyez que c'est une relation qui est faite entre vecteurs, indépendamment du système de coordonnées. Si je change le système de coordonnées, ça va changer les coordonnées, évidemment. Enfin, ça va changer les coordonnées des vecteurs. Peut-être que je les représente dans un système particulier. Mais le vecteur, il est ce qu'il est. D'accord? Donc, en fait, ça ne pouvait pas être autre chose. L'espace étant homogène, isotrope, etc., il ne peut pas y avoir d'écriture de loi physique qui ne s'exprime pas en termes de grandeur indépendante du système de coordonnées. En l'occurrence, donc, soit des scalaires, soit des vecteurs, soit des tenseurs. Vous avez peut-être déjà fait un peu de physique avec des tenseurs, peut-être pas, ça vous en ferez, ou de l'électromagnétisme, des choses comme ça. On peut écrire des choses générales parfois avec des objets qui ont besoin d'être un petit peu plus riches que des simples vecteurs. On peut aussi les construire avec des vecteurs, mais bref. Mais en tout cas, cette expression-là ne fait pas intervenir de système de coordonnées. Ah, sauf là, en fait. Ah, alors ça, c'est potentiellement problématique. Alors, pour voir si c'est problématique ou pas, essayons de voir chacun de ces... Bon, M, c'est une caractéristique du corps en question, enfin, ou du système physique en question, c'est un nombre absolu, c'est une caractéristique, comme une charge électrique. Voilà. La force, bon, ça c'est justement au cœur de la loi de Newton. C'est défini en quelque sorte par cette relation à partir du principe d'inertie sur lequel on va revenir parce qu'il le faudra. On va revenir brièvement. À partir de la loi d'inertie qui dit que dans un type de référentiel particulier, qui sont les référentiels galiléens, par définition, on y reviendra. Si un corps est au repos, c'est-à-dire à une vitesse nulle, il y reste.
Et si un corps a une vitesse V0, alors il y reste si on ne fait rien sur lui. S'il n'y a pas d'action, s'il ne se passe rien, s'il n'y a rien de particulier, s'il n'y a rien... enfin, oui, bon, bref. Ça aussi, la notion d'action est un peu première, donc c'est délicat. Mais tout ça se tient. Et s'il a une certaine vitesse V0, il y a une persistance dans sa vitesse V0. C'est ça le principe d'inertie. Si on ne fait rien, l'état de mouvement défini par la vitesse, qui peut être la vitesse 0, c'est le repos, ou une certaine vitesse par là, à telle vitesse, ne change pas, bien sûr. J'avais pris l'exemple la dernière fois, que si je pose un corps là et qu'il y reste, ça ne surprend personne. Mais si je fais ça dans le bus, en posant la craie sur le siège à côté de moi, et qu'il y reste à côté de moi, ça ne surprend personne. C'est s'il se met à bouger que je vais me dire, oui, il s'est passé un truc. Mais donc, si je le pose, ça ne surprend personne qui reste là où il est, mais en fait, par rapport à la rue, il ne reste pas là où il est, il s'en va avec le bus. Donc simplement, il avait un état de mouvement, il le garde. Et ça surprend personne. En fait, ça surprend personne qui regarde passer un bus, que quelqu'un qui pose un objet à côté de lui, que l'objet le suive. Il serait surpris si l'objet restait à l'arrière. D'accord ? Donc, ça fait vraiment partie de notre intuition mécanique que si vous avez une certaine vitesse, vous la gardez. Et si vous ne la gardez pas, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et le quelque chose, on l'appelle force. C'est tout. C'est la définition de la force. Alors, comme le quelque chose en question, en fait, comme la variation de vitesse causée par le quelque chose, la force, dépend de la masse du corps, et en fait, on s'aperçoit qu'elle est proportionnelle. En fait, donc, il y a un lien entre ce facteur qui est donc le facteur d'inertie, qui est la masse inertielle. On l'appelle masse, c'est presque dommage. On devrait l'appeler facteur inertiel, en fait. Ce facteur inertiel fait le lien, justement, entre la force appliquée et la variation de vitesse par unité de temps, donc l'accélération. Il se trouve que cette masse a quelque chose à voir avec le poids des corps. C'est assez troublant, et vous savez, comme vous le savez sans doute, c'est le cœur de la relativité générale. C'est ce qu'on appelle le principe d'équivalence. C'est de réaliser que la masse, qui est en fait le paramètre inertiel, qui dit comment on relie, enfin comment une force imprime un changement de vitesse. Donc cette masse en tant que paramètre inertiel. Et la masse qui à la fois génère une force de gravitation, ou un champ gravitationnel, et réagit à un champ de gravitation, c'est-à-dire que le fait que deux corps s'attirent l'un l'autre, ces deux masses sont proportionnelles. Du coup, en choisissant les facteurs comme la bonne définition pour la force, on peut les rendre égaux. On peut dire c'est le même. Donc c'est pour ça qu'on parle de la masse, mais c'est deux choses complètement différentes. Il y en a une qui est liée à la force de gravitation, comment les corps s'attirent, et l'autre qui est comment on réagit à une force, mais même une force électrique. Vous appliquez un champ électrique sur un électron, il subit une force de Coulomb, qui ne dépend pas de la masse. La force est ce qu'elle est. Mais la manière dont il va se mettre à bouger dépend de sa masse. S'il est plus lourd, il va avoir un plus petit changement de vitesse pour une même force, bien évidemment. Donc, il y a cette masse-là qui est la masse inertielle, qui n'a rien à voir avec la gravitation. Et la masse gravitationnelle, juste les forces d'attraction gravitationnelle entre les corps, en fait, il se trouve que c'est la même. Ou en tout cas, c'est proportionnel, donc moyennant un choix d'unité qui va bien, c'est la même. Ce fait-là est tellement troublant, ça paraît tellement extravagant, puisque ça n'a rien à voir et pourtant c'est le même. Le principe d'équivalence dit, en fait, c'est sans doute pas un hasard, et donc le principe d'équivalence dit, c'est la même chose, c'est la même entité. Et c'est comme ça qu'en tirant le fil, Einstein arrive à mettre au point la relativité générale, dont on ne parlera pas, mais qui justement présente le phénomène, en fait fait disparaître la force de gravitation. Si c'est la même, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de force de gravitation. Parce que s'il y a une force de gravitation spécifique au même titre que les autres, pourquoi la masse spécifique qui sert à la gravitation, c'est précisément la masse inertielle qui sert à tout le monde. Donc si c'est si universel que ça, cette masse, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de gravitation. C'est un effet d'espace-temps, etc. Alors, je ne vais pas rentrer là-dedans, bien sûr, mais c'est bien de le comprendre. Tout ça pour dire que
c'est bien de le savoir. Avant de le comprendre, c'est déjà bien de le savoir. Et un jour, j'espère que vous ferez tous de la relativité générale et que vous verrez comment les choses se mettent en place. Mais quoi qu'il en soit, le point que je voulais souligner ici, c'est que ça, c'est un paramètre du corps. Il est ce qu'il est, point. Donc, c'est évidemment indépendant du référentiel. C'est juste... donc, c'est ce qu'on appelle un scalaire. Et puis, donc, il y a les vecteurs, qui sont ces entités qui dépendent du référentiel, mais pas du système de coordonnées. Donc tout à l'heure, j'ai dit la masse ne dépend pas du référentiel. C'est vrai aussi. La seule chose dont je vais avoir besoin là, c'est que ça ne dépend pas du système de coordonnées. Évidemment, c'est juste un nombre, c'est le nombre que c'est. Il se trouve que ça ne dépend même pas du référentiel. V, bien sûr, dépend du référentiel. Par définition, justement, rien ne se déplace par rapport à soi-même. Mais dV ne dépend pas du référentiel. C'est-à-dire que si vous passez d'une vitesse V1 à une vitesse V2, vous avez une variation de vitesse qui est V2 moins V1. Si vous changez de référentiel, quelle va être la nouvelle vitesse V1 ? Vous allez avoir un V'1 et vous allez avoir un V'2. Et donc se pose la question, comment on passe de la vitesse d'un référentiel à la vitesse dans un autre ? Alors, rappelons-le, en fait, à nouveau, ça découle juste de la structure de l'espace telle qu'on l'a vu avant, avec en quelque sorte la relation de Chasles de l'espace vectoriel. Si vous avez OM qui vaut OO' plus O'M. Ça, c'est juste vrai. C'est vrai à chaque instant. Donc ça c'est des points identifiés au sein d'un référentiel. Maintenant, vous pouvez considérer, donc, vous pouvez, s'il y a un corps matériel au point O' à un certain moment, et qu'à un instant ultérieur, enfin au point O' par rapport à O, il est ailleurs, donc O' est en mouvement. Très bien, mais à chaque instant, ceci est vrai. Le corps qui va représenter le deuxième référentiel O', R', donc je prends un référentiel R' attaché à un corps solide, dont le centre, dont j'appelle le centre O'. Là, j'ai un corps solide, un référentiel, dont j'appelle le centre O, donc j'ai référentiel R, référentiel R'. Si ce référentiel est en train de se déplacer dans une certaine direction, donc je vais dire que V de O' par rapport à R, je note comme ça la vitesse de O' par rapport à R. À chaque instant, je peux considérer maintenant un autre corps physique. Je prends son centre, je l'appelle M. Voilà. Et donc, oui, à chaque instant, quel que soit le référentiel, j'ai OM qui vaut OO' plus O'M. C'est juste vrai. J'ai donc OM qui... Voilà, d'accord. Et donc maintenant, je peux dériver ça par rapport au temps. Le temps que j'ai construit dans le référentiel M, je n'ai pas encore dit comment je construisais le temps, je vais le dire. Ça va être important. Mais je peux écrire ça, bien évidemment. Et donc j'en déduis, ça, par définition, c'est la vitesse de M par rapport au référentiel R, par rapport à O, la variation de la distance entre O et M, vectoriellement. Je pourrais le faire à 1D, mais c'est aussi facile de le faire à 3D. Et puis ça, par définition, c'est la vitesse de O', du référentiel attaché à O', en supposant une translation. Parce que si évidemment ça tourne, du coup chaque point ne va pas à la même vitesse par rapport à O. D'accord ? Si vous tournez autour d'un centre, le point qui est loin, il tourne plus vite. Donc pour qu'il n'y ait qu'une seule vitesse bien définie, il faut que je sois en translation, évidemment. Donc ça, c'est la vitesse donc, de O' par rapport à R, c'est-à-dire en fait du référentiel R' par rapport au référentiel R, plus la vitesse de M par rapport au référentiel R'. Très bien. Bon, ben voilà, c'est tout. Donc, ça c'est... Oui. Oui, voilà. Donc finalement, j'ai V', j'ai V'1 qui vaut V1 moins, je vais appeler V0, la vitesse...
enfin du référentiel, du nouveau référentiel, par rapport à l'ancien. Et puis pareil pour V'2. Et donc si je fais le delta V, ben, je vais trouver pareil. Je vais trouver que c'est à nouveau V'2 moins V'1. Ça, c'est absolument crucial. Parce que ça veut dire que bien sûr V dépend du référentiel, mais pas des V. Autrement dit, ça, c'est l'accélération. Et l'accélération ne dépend pas du référentiel. C'est un point clé. Et c'est parce que c'est le cas qu'on peut dire qu'effectivement, les forces ne dépendent pas du référentiel. Il y a une force qui s'exerce sur un corps, peu importe le référentiel. C'est une force. Alors vous savez que si on se met dans un référentiel non galiléen, on peut faire comme si cette loi s'appliquait encore en rajoutant des forces d'inertie qui ne sont pas des forces, mais qui sont des manifestations du fait que vous êtes dans un référentiel qui n'est pas galiléen. Mais ça n'invalide pas ce que je dis là, à savoir que les lois de la physique s'expriment d'une manière, ici, non seulement qui ne dépendent pas du système de coordonnées au sein d'un référentiel, parce que c'est exprimé en termes de vecteurs, donc les vecteurs eux-mêmes, ils sont ce qu'ils sont, leurs coordonnées, c'est autre chose. Dans chaque système de coordonnées, ça va être différent, mais l'égalité a lieu entre les vecteurs. Et en plus, donc non seulement c'est indépendant du système de coordonnées, mais en plus, cette forme-là est indépendante du choix du référentiel. Ça, c'est très agréable, et c'est le cœur du principe de relativité. Les lois de la physique s'expriment de la même façon dans tous les référentiels. Parce qu'il n'y a pas de référentiel privilégié. Ah, vous allez me dire, oui, mais pas tout à fait, parce que justement, si on passe d'un référentiel galiléen à un référentiel non galiléen, il y a des forces d'inertie qui apparaissent. Donc ça ne s'exprime pas pareil. Et ne serait-ce que la loi d'inertie qui dit que si je pose un corps et je fais rien, donc il est au repos, si je fais rien, il reste au repos, ça, c'est vrai dans un certain référentiel, c'est pas vrai dans tous les référentiels. Si je prends ça comme référentiel, le corps que je viens de poser là et sur lequel je ne fais rien est en train de bouger. Vous voyez qu'il bouge là, par rapport à ça. Ah oui, mais je fais rien à lui, mais je fais quelque chose à lui. Je fais quelque chose à ce référentiel que je ne fais pas au référentiel de la place, de la classe, de la pièce. Donc, évidemment, pour que deux référentiels soient équivalents pour la description des mouvements, enfin donc pour la mécanique, encore faut-il qu'ils soient eux-mêmes semblables du point de vue mécanique. C'est-à-dire que si j'applique des forces à l'un, je dois appliquer la même à l'autre à ce moment-là. Mais donc qu'il y ait des types de référentiels différents, c'est bien normal, puisque justement il y a des mouvements relatifs entre les corps. On peut faire bouger un corps par rapport à un autre, donc de fait ils ne sont pas équivalents. Sauf si justement ils ont une vitesse constante, parce que cette loi d'inertie, du coup, reste vraie. En vertu aussi précisément de ça. C'est-à-dire que si vous avez une vitesse constante entre les deux référentiels, dire que V dans R' reste constant, c'est pareil que dire que V dans R reste constant. Il diffère juste par une constante, justement. Donc, la loi d'inertie, si elle s'applique dans un référentiel, elle s'applique nécessairement dans tous les référentiels qui sont en translation uniforme par rapport à celui-ci. Donc, il y a des classes de référentiels, bien évidemment. Tous les référentiels ne peuvent pas être équivalents du point de vue mécanique, puisqu'on peut faire bouger l'un par rapport à l'autre de la façon qu'on veut. D'accord ? Et donc, on peut être au repos par rapport à un, sans être au repos par rapport à un autre. On peut même avoir une vitesse constante par rapport à un, sans avoir une vitesse constante par rapport à un autre. Sauf s'ils sont en translation uniforme. Donc, voilà. Enfin, vous connaissez les référentiels galiléens. Donc, ce que dit réellement le principe de relativité, que ce soit la relativité galiléenne ou einsteinienne, c'est le même principe. Hein. Pour la relativité restreinte, encore une fois, je ne fais pas de relativité générale. Ce principe dit les lois de la physique, non seulement évidemment exprimées au sein d'un référentiel, sont indépendantes du système de coordonnées, ça va de soi, ça c'est clair que c'est notre choix, mais elles sont également indépendantes du référentiel galiléen par rapport auquel on rapporte les phénomènes étudiés. Et ça,
il faut comprendre que enfin, la raison intuitive profonde, enfin, ça nous surprendrait énormément si ce n'était pas le cas, précisément parce que le mouvement ne veut rien dire en soi. Il n'y a que des mouvements relatifs qui aient un sens, puisqu'il n'y a pas de position non plus en soi. Chaque corps est au repos par rapport à lui-même. Donc, dire qu'un corps est en mouvement ou qu'il ne l'est pas, c'est la même chose. Donc, ce serait, j'allais dire, il ne pourrait pas, en tout cas ce serait très surprenant, mais je crois qu'on peut même dire, ça ne pourrait pas être le cas, que les lois de la physique dépendent du mouvement du corps par rapport auquel on le repère, puisque justement, il n'y a pas de mouvement absolu. Ça ne veut rien dire se déplacer. Alors, par contre, ça dépend quand même du corps, du mouvement du corps par rapport auquel on le repère, parce qu'il y a des mouvements qui ne sont pas équivalents. Si vous prenez un référentiel sur lequel vous faites rien et un autre sur lequel vous faites quelque chose, ah oui, alors rapporté à l'un ou à l'autre, ça ne va pas être pareil. Mais parce que justement, vous avez introduit quelque chose en plus dans le système. Mais si ce que vous faites au nouveau référentiel, vous le faisiez au premier, alors il se passerait pareil. Parce que tous les référentiels se valent. OK ? Donc voilà, on a le principe de relativité, on a la loi d'inertie qui est centrale, et on a cette expression-là qui s'écrit au sein d'un référentiel galiléen. Le fait qu'on puisse rajouter des forces d'inertie pour le faire dans un référentiel non galiléen est quelque part une particularité commode de la manière dont on passe d'un référentiel à l'autre. Il suffit de faire le changement de référentiel, vous l'avez fait en L1, ok, on trouve des forces d'inertie. Mais c'est étranger à notre propos, c'est quelque chose de... Enfin, il nous suffit de travailler dans un référentiel galiléen, et justement on s'est passé dans un autre, parce qu'il suffit d'écrire le mouvement par rapport à un truc dont il faut soi-même connaître le mouvement, enfin lui-même connaître son mouvement. Bon. Donc, au sein d'un référentiel galiléen, on a cette loi très générale, et ce qu'on verra, c'est qu'en fait on retrouve essentiellement la même loi dans l'espace-temps, écrite avec des vecteurs à 4 dimensions, et donc ça c'est vraiment important aussi, enfin on le commentera le moment venu, c'est que cette intuition newtonienne, on peut dire, qui est basée sur le principe d'inertie, Galilée connaissait bien ça déjà, mais cette expression qui est de dire, si on ne fait rien, l'accélération est constante, c'est-à-dire la vitesse reste constante, loi d'inertie, et que si ce n'est pas le cas que la vitesse reste constante, c'est qu'on a fait quelque chose, et j'appelle force cette chose-là, et maintenant voilà, je fais de la physique avec ça. Cette idée-là, elle va rester absolument inchangée en relativité. Ok, oui, alors, donc, je dis, ça, c'est exprimé de façon évidemment indépendante du choix de système de coordonnées, et comme je l'ai dit à un moment, ah oui, mais sauf ça. Ça, c'est un vecteur, ça, c'est un vecteur, ok. Ça, c'est juste un nombre. Ça, là, c'est quoi ce t? C'est bien une coordonnée. C'est bien une coordonnée temporelle. D'ailleurs, je peux en changer en changeant l'origine des temps. Alors, de façon intéressante, si je change juste l'origine des temps, en fait, ça ne va pas changer le dt. C'est pareil. C'est comme pour le dv. C'est juste une translation dans le temps. Ne change pas ça. Donc, ça veut dire que j'ai le choix, de même que j'ai le choix dans l'espace de prendre mon origine ici ou de la prendre là. J'ai aussi une possibilité de faire une rotation, mais juste là, sur la translation, je choisis l'origine où je veux. De même, pour le temps, je choisis l'origine où je veux. Et ça ne doit rien changer, bien évidemment, je suis libre de mon origine. Mais ce dt, c'est quand même pas n'importe quoi. C'est une grandeur physique, au sens où on l'a introduit la dernière fois. C'est supposé vouloir dire quelque chose de physique, de réel. Il y a une durée. Et finalement, ce t, c'est juste un label. C'est une coordonnée de l'espace temporel. Alors, on se le représente rarement comme ça, parce qu'il n'a qu'une dimension, donc ça paraît un peu évident. Bah oui, c'est l'instant. Dans l'espace, si je vous dis je fais une translation, je vais dire, vous êtes obligé, ah oui, mais dans quelle direction? Il faut que je vous donne le x au prime, y au prime, z au prime. Donc on voit bien le truc. Dans le temps, bah, c'est pareil, c'est une translation dans le temps. Le seul truc, c'est que dans l'espace, je peux aussi tourner les axes. Bah, dans le temps, non, il n'y a qu'une direction. Donc j'ai juste un choix d'origine. Mais vous voyez quand même que la coordonnée temporelle, après tout, je pourrais repérer les instants un peu comme je veux.
Donc si j'ai une suite d'événements qui concernent un corps, je choisis l'instant t égale 0, puis je peux dire ça c'est l'instant t1, puis ça c'est l'instant t2, puis ça c'est l'instant t3. Après tout, c'est juste des labels qui repèrent maintenant, puis après, puis après. Vu qu'on a une notion de causalité, il faudrait faire attention, en tout cas de succession temporelle. J'ai besoin ici d'une échelle qui est croissante, on va dire. Mais après tout, je peux faire un changement de coordonnées là-dessus. On a moins l'habitude de faire des changements de coordonnées temporelles, sauf une translation. On choisit 0 où on veut. Parce que comme il n'y a pas de rotation, tout ça, on ne se pose jamais vraiment la question. Mais après tout, je pourrais définir un T', où j'aurais T'3 qui vaut T3 au cube. T'2 qui vaut T2 au cube. Enfin, je pourrais faire T' égale T cube. Why not? Why not? Alors, pour le repérer, je peux. Mais sauf qu'attention, là, c'est plus une grandeur physique. Parce qu'il y a un sens à la durée. Il y a une réalité physique à la durée. Et ça a un sens de dire que si j'ai là j'ai 2 et là j'ai 1, dans une unité quelconque, seconde, ou année, ou ce que vous voulez, si là j'ai 2 et là j'ai 1, ça veut dire que cet intervalle de temps-là est 2 fois plus grand que celui-là. Mais là, si j'ai 2... là, c'est plus vrai, quoi. D'accord? Vous avez compris. Donc, attention, en fait, sur le temps, j'ai pas non plus tout à fait le choix de la coordonnée. Enfin, si, j'ai le choix de la coordonnée. Mais, en fait, on va prendre une coordonnée cartésienne pour le temps. On ne pense jamais comme ça. Mais quand on prend la coordonnée temps, en fait, on se débrouille pour que si un événement a lieu à l'instant T2 et un autre a lieu à l'instant T1, l'intervalle de temps qui est une réalité physique, qui est une grandeur physique, ce soit T2 moins T1, dans une certaine unité, mais que ce soit donné comme ça. Exactement comme tout à l'heure, on avait la distance entre le point M1 et le point M2, c'était x2 moins x1, si je me limite à une coordonnée. Enfin, carré. Donc, en fait, on ne se l'est jamais dit comme ça, mais on prend aussi des coordonnées cartésiennes dans l'espace du temps, qui est un autre espace, qui n'a rien à voir avec l'espace de l'espace. En termes métriques, ce n'est même pas les mêmes unités, enfin voilà. Mais, en fait, on prend aussi des coordonnées cartésiennes, sauf qu'il n'y a qu'une dimension, donc ça paraît un peu évident. Mais notez bien que la coordonnée qui n'est juste... En tant que coordonnée, c'est juste un label. Comme le label du livre à la bibliothèque dont je parlais la semaine dernière. En tant que coordonnée, c'est juste un label. Mais justement, prenons des coordonnées qui s'appuient sur la structure métrique de la direction temporelle, c'est-à-dire sur la structure chronométrique, de telle sorte que la différence entre deux coordonnées temporelles soit justement la durée en question. D'accord ? Donc, c'est ça qu'on va faire. On va choisir ces coordonnées particulières. Ce n'est pas la peine que j'en dise tellement plus sur le mouvement, définir l'accélération, etc. Vous connaissez tout ça très bien. Je crois que l'essentiel de ce que je voulais dire, c'était ça. C'est que on a, de même qu'on a des coordonnées spatiales et que, si on choisit les coordonnées qui s'appuient sur la structure métrique, on a les coordonnées cartésiennes et du coup, on a une façon claire d'écrire des longueurs, des distances entre deux points, avec le théorème de Pythagore, enfin la métrique euclidienne. Mais ceci est vrai aussi pour le temps. On peut choisir un système de coordonnées tel que, effectivement, le delta t, le delta t en tant que durée, soit un delta t en tant que différence des coordonnées. Si on fait ça, ici, alors de même que le v ici dépend du référentiel, mais pas le dv, oui. Qu'est-ce qui nous fait dire que t c'est une grandeur physique et t', comme vous l'avez montré, c'est plus... C'est-à-dire que là, ça n'a... si j'ai t', si j'ai
si j'ai T'2 qui vaut 2 fois T'1, en fait, ça n'a pas... Oui, alors, si, pardon, je me suis mal exprimé. Pardon. Ça reste une grandeur physique. Ça reste une grandeur physique. D'accord, merci pour la question, parce que j'ai dit une bêtise. Donc, je retire. C'est une grandeur physique. Une longueur au carré, c'est une grandeur physique. Donc, oui, vous avez raison. Donc, c'est une grandeur physique. Ce que je voulais dire par là, et je l'ai vraiment très mal dit, c'est que ce n'est pas une grandeur physique qui mesure des durées. Ça n'a pas de sens de l'utiliser. On peut l'utiliser, mais ça ne mesure pas des durées. De même que x au carré, si x est une longueur, c'est une grandeur physique, mais ça ne mesure pas des longueurs. Ça mesure des surfaces. Enfin, un truc en mètres carrés. Donc pardon, c'est une grandeur physique, mais ce n'est pas un bon label pour le temps, parce que justement, en faisant des différences de ce label-là, je n'ai pas des durées. Donc, c'est une grandeur physique, elle n'est pas reliée à la durée, en fait. Enfin, elle est reliée, mais d'une façon... qui est pas, voilà. Donc, en fait, je corrige ça. Ce que je veux dire, c'est que quand on parle des instants et qu'on dit ça se passe à l'instant T, etc., il ne faut pas oublier qu'en réalité, justement, ce n'est pas qu'un label. La différence de deux instants, c'est une durée. Et la durée, elle a une réalité physique. Et finalement, je tiens absolument à dire ça pour vous montrer que on construit le temps exactement comme on construit l'espace. Ce qui est premier pour construire l'espace, on l'a dit n fois déjà, ce sont les distances au sein d'un référentiel, sinon on ne peut pas désigner des points, mais il y a des distances. Et du coup, à partir de ces distances, on peut construire l'espace, en désignant les points de l'espace comme ceux qui sont à telle distance. Eh bien, c'est pareil pour le temps. Le temps n'existe pas en lui-même, a priori. Alors, on croit que si, on va y revenir, on a l'intuition que si, mais en réalité, c'est pour ça que c'est important de regarder vraiment ce qui se passe. En réalité, on a des durées. Ça, c'est réel. Ça a un sens de dire que ça met 2 fois plus de temps d'aller de là à là-bas que d'aller de là à la moitié du chemin si j'ai la même vitesse. Donc, il y a un sens physique. La grandeur durée est pertinente pour la physique de la même façon que la grandeur longueur. Par exemple, via ça. Ça a un sens de dire c'est 2 fois plus long, enfin, la durée est 2 fois plus grande, etc. Et donc, en fait, on peut construire une succession d'instants à partir de la notion de durée, de la même façon qu'on construit des positions dans l'espace à partir de la notion de distance ou de longueur. D'accord ? Et donc, on construit l'espace à partir de la notion de distance. Tant qu'à faire, prenons un système de coordonnées qui traduit justement cette notion de distance. Donc, prenons des coordonnées cartésiennes de telle sorte que la distance entre deux points, c'est juste la différence des coordonnées. Eh bien, on fait pareil pour le temps. On l'a toujours fait, mais je tiens à l'expliciter parce qu'on va voir maintenant qu'il y a des implications. Donc, je ne peux... Enfin, voilà. Je définis le temps, je construis le temps à partir de la notion de durée en prenant une référence, je dis ça c'est 0, et après, je désigne les instants par la durée qui les sépare de l'instant 0. D'accord ? Je construis l'espace, disons à une dimension, je désigne un point par sa distance à 0. Je peux parler de points parce que j'ai choisi une origine et que je m'appuie sur la distance. De la même façon, je peux désigner les instants dès lors que je choisis une origine temporelle et que je dis cet instant dont je parle, c'est pas, je peux le désigner en disant c'est celui qui est séparé de mon instant 0 d'une certaine durée delta t. Et tant qu'à faire, du coup, j'utilise comme coordonnée justement cet intervalle de temps. Donc c'est la coordonnée cartésienne du temps, si vous voulez. D'accord ? Alors, la différence avec l'espace, c'est que on a vu qu'on avait besoin d'un référentiel pour construire l'espace. Puisque sinon, un point devient une trajectoire. Qu'en est-il pour le temps ? Eh bien, notre intuition, qui est fausse,
Mais notre intuition, c'est qu'il n'y a pas besoin d'un référentiel pour construire le temps. Et qu'on peut désigner les instants par eux-mêmes, parce qu'ils sont. Et on peut dire, de manière universelle, on prend une référence, on peut tous se mettre d'accord sur une référence temporelle, maintenant, et à la limite, je peux dire maintenant, ici, et auquel cas, même dans un autre référentiel, on est tous d'accord. Si je désigne maintenant, ici, on est tous d'accord sur ce que c'est. Par exemple, voilà, je claque les doigts, quel que soit le référentiel dans lequel on se place, tout le monde est d'accord que ça, c'est un événement bien identifié. J'ai claqué les doigts à un certain moment, à un certain endroit. Vu d'un autre référentiel, c'est un autre endroit, c'est peut-être un autre instant s'ils n'ont pas mis le même zéro sur l'horloge, mais cet événement, il est défini, il est ce qu'il est. Et donc on peut choisir cet événement comme le début, enfin le zéro du temps. Et après, on peut repérer tous les autres événements par la distance temporelle qui le sépare de cet événement-là. On croit qu'on peut faire ça. Eh bien, ce que je vais vous montrer maintenant, donc ça c'est le problème de la synchronisation des horloges, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est qu'on peut faire ça uniquement au sein d'un référentiel. On ne peut pas faire ça de façon absolue, contrairement à ce qu'on croyait. Et donc je vais vous montrer ça. Alors est-ce que je fais un nouveau... Je vais peut-être faire un nouveau... un nouveau sous-machin là-dedans. Bon, je ne suis pas mon plan, c'est pas grave. Donc, si, allez, je vais faire un... Allez, si, un grand 4, allez, grand 4, synchronisation des horloges. Donc, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment capital. Parce que c'est là qu'on va trouver la faille, en fait, dans notre raisonnement mécanique et spatial et temporel. C'est là que se situe la faille, et on va l'exploiter jusqu'au bout. Donc, grand 4, synchronisation des horloges. Notre intuition, c'est que on peut tous se mettre d'accord sur un événement. Et l'appeler t égale 0. Et l'appeler aussi r égale 0. Voilà. Cet événement, je peux le choisir comme origine d'un espace. Dans chaque référentiel, cet événement a lieu quelque part. Et donc chaque référentiel peut dire, tiens, je prends cet événement, je l'appelle 0. 0 en position, et 0 en temps. Donc on peut tous se mettre d'accord sur un événement d'origine. Et donc chacun, quand je dis chacun, c'est chaque référentiel, peut construire un espace à partir de ce point origine, et chacun peut construire un temps à partir de cet événement origine. Il est évident que l'espace qu'on va construire sur cet événement origine est différent pour tout le monde, puisque si on est en mouvement l'un par rapport à l'autre, ce point en tant que point fixe d'un référentiel donné est un point pas fixe d'un autre référentiel. Donc, l'espace construit par chacun des référentiels sur cet événement origine est évidemment différent. Mais on a l'intuition que le temps construit à partir de cet événement d'origine est le même pour tout le monde et qu'il y a un sens absolu à dire que je considère maintenant un autre événement bien déterminé, je claque à nouveau les doigts, et on croit qu'il y a un sens absolu à dire que cet événement, il intervient tant de secondes après le premier, celui que j'ai choisi comme origine. Mais ce n'est pas vrai. Alors, il ne suffit pas de dire c'est pas vrai, parce qu'on croit tellement que c'est vrai que ça paraît un peu fou. Donc, on va essayer de voir, ne supposons pas que ce soit possible. Rappelons-nous qu'on construit l'espace à partir d'un référentiel, et on construit le temps. À partir de quoi? À partir des notions de longueur et des notions de durée. Donc, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur une notion de durée si on n'est pas dans le même référentiel? C'est-à-dire, c'est le titre
de cette partie, est-ce qu'on peut synchroniser des horloges? C'est-à-dire se mettre d'accord que ce que j'appelle une seconde, vous aussi, vous l'appelez une seconde. Parce que sinon, si je vous dis, je considère l'instant qui est 3 secondes après l'événement qu'on a choisi en commun comme référence. Ah, d'accord, mais si je ne peux pas vous dire ce que c'est 3 secondes, j'ai rien dit. Donc c'est vraiment ça la question. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord, pas sur des coordonnées temporelles, les coordonnées on s'en fout, mais en vrai, sur la durée? Est-ce qu'il y a un sens? Parce que après, si on est d'accord sur la durée, ben, on n'a qu'à adopter des coordonnées qui reflètent la durée et on va être d'accord. La question, c'est vraiment, elle est physique. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur ce qu'est une seconde? Et donc, c'est la question de la synchronisation des horloges. Eh bien, Einstein s'est beaucoup intéressé à cette question de synchronisation des horloges, et vous voyez pourquoi c'est important. Parce que sinon, on peut construire un temps, d'accord, mais si on ne peut pas se mettre d'accord sur la notion de durée, on ne va pas construire le même temps. Donc, et c'est une question fondamentale au sens où est-ce qu'on y arrive vraiment en pratique? On n'arrive jamais à faire les choses parfaitement, même sur les longueurs, etc. Mais est-ce qu'en principe, au moins, c'est possible? Si c'est possible en principe, très bien. On peut travailler avec un temps et après, on sera plus ou moins précis, d'accord. Et là, le truc, c'est est-ce que, ne serait-ce qu'en principe, c'est possible? Alors, je vais commencer par une synchronisation des horloges au sein d'un même référentiel. Parce que là, je vous ai dit, est-ce qu'on peut se mettre d'accord entre deux référentiels différents sur la notion de durée? Mais en fait, déjà même au sein d'un référentiel, est-ce qu'on peut se mettre d'accord en fait? Est-ce que si je dis, ah bah tiens, là, il s'est écoulé 3 secondes, est-ce que vous pouvez dire, oui, oui, effectivement, il s'est écoulé 3 secondes? C'est-à-dire, quelqu'un qui est ailleurs, est-ce que je peux me mettre d'accord sur une notion de durée avec quelqu'un qui est ailleurs? C'est pas évident non plus, en fait. Parce que moi, si je déclenche mon chronomètre et je dis, hop, c'est 0, déjà, le temps que l'autre... si je lui dis 0, le temps qu'il reçoive, son 0, il sera plus tard. Et donc, comment elle se met d'accord? Et si moi je dis s'est écoulé 3 secondes, comment je sais qu'il s'est écoulé 3 secondes là-bas, en fait? Il faut que j'y aille et que je regarde sur son chronomètre si c'est marqué 3 secondes aussi, mais est-ce qu'en me déplaçant, peut-être que le temps, il ne s'est pas écoulé pareil? Enfin, je ne sais pas. Donc, il faut trouver une procédure. Sinon, on ne sait même pas de quoi on parle. Alors, il se trouve qu'il y a une procédure très simple, enfin, conceptuellement, pour synchroniser des horloges au sein d'un même référentiel, entre ici et là-bas. Et la procédure est très simple. C'est que moi, je choisis une unité, j'ai le choix de l'unité, donc je vais dire tac, 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 ça c'est des 1, tac, une seconde. Donc je bats mon 1, une unité. Et donc si je vous envoie un signal, tac, 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 le temps que ça vous parvienne, ça va mettre un certain temps. Mais l'intervalle de temps entre les tac, 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 ceux que j'émets et ceux que vous recevez, c'est le même. Si vous ne vous déplacez pas par rapport à moi. Alors, je parle d'une synchronisation d'horloge au sein d'un référentiel. Donc on peut se mettre d'accord sur une unité en disant, ben voilà, je choisis ou vous choisissez et vous m'envoyez toutes les secondes que vous avez choisies, vous m'envoyez un signal. Et moi, ah, c'est ça votre signal? Très bien, d'accord. Donc on est d'accord sur la durée, c'est bien. Et maintenant, pour synchroniser, pour pouvoir parler de maintenant ailleurs, parce que je n'ai jamais accès à maintenant ailleurs, j'ai accès avec du retard, évidemment. Que ce soit parce que la lumière met du temps, ou le son, ou n'importe quoi. Maintenant, on sait que de toute façon, on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière, mais on n'en est pas là. C'est juste, de toute façon, si vous voulez, si je veux prendre connaissance de ce qui se passe ailleurs, il va y avoir un certain retard. Alors, si je pouvais aller à une vitesse infinie, je pourrais dire que conceptuellement, j'imagine un signal qui tendrait vers l'infini et ça me donnerait une notion d'instantanéité. Mais ça, je ne sais pas si c'est possible. On savait évidemment déjà depuis longtemps que la lumière avait une vitesse finie. Donc, peut-être, encore une fois, on cherche une solution pratique. Peut-être qu'il y a des signaux qui se déplacent à une vitesse aussi grande qu'on veut, mais peut-être pas. Donc, est-ce qu'on est prêt à faire dépendre toute la notion de durée, toute la construction de l'espace et du temps sur un truc hypothétique? Non, moi je veux une procédure, une vraie. Est-ce qu'on peut synchroniser les horloges? Donc, prenons un signal lumineux. C'est le plus rapide qu'on connaisse à l'époque, et maintenant on sait que ce n'est pas dépassable, mais c'est le plus rapide qu'on connaisse. Prenons ça, au moins c'est une procédure claire. Donc je vous envoie des signaux lumineux toutes les secondes, ou l'inverse. Et maintenant, pour se mettre d'accord sur
maintenant, c'est-à-dire quand ce que moi j'appelle t égale 0, je puisse vous demander qu'est-ce qui s'est passé à votre instant t égale 3, il faut qu'on se mette d'accord donc sur le 0, une fois qu'on est d'accord sur la durée. Alors pour faire ça, c'est très simple. Moi je suis là, je vous envoie, vous êtes là, je vous envoie un signal comme ça met un certain temps à vous arriver, puis vous mettez un petit miroir ici, ça me renvoie mon signal lumineux, et moi je vois à quel moment, donc je vous envoie mon 0, et je vois qu'il arrive, au moment où il arrive, c'est 6 pour moi. Bon, ben j'en déduis que quand il vous est arrivé, c'était 3. Et donc je vous dis, ah voilà, attention, quand je vous dis 0, en fait, pour vous c'est 3. Ah ok, on se redécale de 3 et maintenant on est d'accord. Ok. Donc c'est très simple, il n'y a pas de mystère particulier. On ne se dit même pas, oh là là, il fallait y penser. Oui, c'est un peu évident en fait. Donc on peut synchroniser les horloges au sein d'un même référentiel. Maintenant, deuxièmement, d'un référentiel à l'autre. À un autre. Donc en mouvement par rapport au premier. Sinon, c'est le même référentiel. Alors, comment on fait? Eh bien, on ne fait pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas moyen. C'est clair que si je vous envoie top, 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 vous allez recevoir, si vous éloignez, vous allez recevoir avec un delta t qui est plus grand que le mien, parce qu'à chaque fois, il y a plus de distance à parcourir. Enfin, c'est l'effet Doppler. Et si vous rapprochez, au contraire, vous allez recevoir les signaux, vous allez recevoir les tops plus rapprochés que je ne les envoie. Donc ça ne marche pas comme ça. Mais enfin, on pourrait dire qu'il y a peut-être une autre façon. Peut-être une autre façon, mais Einstein n'en a pas trouvé. Moi, j'en ai pas trouvé. Vous n'en trouverez pas. Cherchez pas, c'est bon, on s'est fatigué pour vous. Nos aînés se sont fatigués pour nous. Et puis surtout, maintenant, on sait qu'en fait, il y a une très bonne raison pour laquelle on n'en trouve pas, c'est qu'en fait, il n'y a pas de notion universelle de durée. Il n'y en a juste pas. Mais je ne vais pas juste vous l'affirmer, il n'y en a pas. Je vais vous dire, attention, à moins que vous me donniez une procédure, moi, je ne peux pas me permettre de supposer qu'il y en a une. D'accord ? C'est un peu dangereux de dire, comme évidemment, intuitivement, on se dit, bah oui, bien sûr, une durée, oui, la durée, ça a un sens de dire qu'entre deux événements, il s'est passé un certain temps. Intuitivement, c'est ça notre idée intuitive. Mais dès qu'on regarde un peu en détail, qu'on se dit, ok, mais est-ce que c'est sûr en fait ? Parce qu'une fois qu'on comprend que l'espace est construit sur un référentiel, que le temps est construit, peut-être de façon universelle, mais en tout cas, c'est quand même construit à partir d'une notion de durée, pour pouvoir dire qu'il y a un temps universel, il faudrait voir comment on peut comparer des durées, en fait. Donc on peut faire des horloges et se mettre d'accord au sein d'un référentiel, mais d'un référentiel à l'autre, j'ai rien trouvé. Donc est-ce que je suis prêt à parier que si, on va trouver un jour, ou est-ce que ne sachant pas, je vais arrêter de supposer que ce soit vrai, ce qu'a toujours fait la physique avant, Newton, il existe un temps universel. Mais donc tout ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais arrêter de supposer que c'est vrai. Et je vais voir ce que je peux dire, juste à partir de ce que je sais de l'espace et du temps. Alors, ce que je sais de l'espace, c'est que une fois que je le construis sur un référentiel, il a la structure euclidienne, 3D, etc. Et ce que je sais du temps, c'est qu'une fois que je le construis au sein d'un référentiel, et ça je peux le faire, on peut se mettre d'accord sur des dates identiques dans chaque référentiel, il a une structure que je peux appeler newtonienne, avec des delta t qui ont un sens. Enfin, donc on s'appuie sur la notion de distance, de durée, donc distance temporelle. Donc on construit ce temps-là, il a la structure qu'il a, il est à 1D, donc on peut pas faire de rotation, mais ok, il a une certaine structure qui nous paraît aussi totalement triviale. Donc ça, je vais partir de là. Au sein de chaque référentiel, je peux faire ces constructions d'espace et de temps. Et tant qu'à faire, je vais choisir des coordonnées spatiales et temporelles qui reflètent la structure métrique sous-jacente, métrique ou chronométrique. Donc je vais prendre des coordonnées cartésiennes généralisées à l'espace et au temps. Et maintenant, je vais dire, ok, je ne suppose pas que les durées, les longueurs soient les mêmes d'un référentiel à l'autre. Je vais juste voir ce que je peux dire. Je vous rappelle juste ce que j'ai dit la dernière fois, c'est que il est clair pour tout le monde qu'entre deux événements bien identifiés, la distance temporelle entre ces deux événements dépend du référentiel. J'avais pris l'exemple, vous montez dans le bus ou dans le métro, vous sortez du métro. Dans le référentiel de Paris, ce n'est pas le même point, il y a une certaine distance spatiale entre ces deux événements. Dans le référentiel du métro, c'est le même point. Et il y a aussi une distance spatiale, mais elle vaut 0. Donc ça dépend du référentiel.
Mais on se dit, par contre, la durée du trajet, elle est ce qu'elle est, indépendamment du référentiel. Ça, c'est ce qu'on croit. Mais on n'en est pas sûr, puisqu'on n'a pas de moyen de se mettre d'accord sur des durées d'un référentiel à l'autre. Donc on ne sait pas, en fait. Donc, je cesse de supposer ça. C'est tout ce que je fais. Alors, c'est parti. Donc, ça a été un deuxièmement très rapide. Il n'y en a juste pas de procédure. Donc... En tout cas, j'en ai pas trouvé. Personne. On en a trouvé. Ok, alors maintenant, on va peut-être même faire est-ce que je fais un chapitre nouveau? Peut-être. On va faire la transformation de Lorentz, tout simplement. Quelle heure est-il? Il reste une demi-heure. Bon, on n'aura sans doute pas le temps de terminer, mais presque. Allez, chapitre 2. Ça, c'était un peu un rappel du cadre général. Normalement, j'ai rien dit que vous ne saviez déjà. Et maintenant, on va commencer... Enfin, on va exploiter cet effort disons, de rigueur qu'on a essayé de faire pour essayer de mettre au jour notre intuition sur l'espace et le temps. Ah, au passage, j'ai rappelé cette idée d'invariance par translation, enfin d'homogénéité de l'espace et d'isotropie, invariance par rotation. Évidemment, dans la dimension temporelle, on a aussi une notion d'uniformité, on appelle l'uniformité, enfin, c'est-à-dire d'homogénéité, c'est-à-dire je peux prendre le 0 où je veux, le delta t, justement, à partir de chaque point, je peux construire le temps de la même façon, puisque justement, je le construis à partir d'une notion de durée qui a une réalité physique. Donc, je peux dire 2 secondes après n'importe quel point, ça désigne un seul et même point, exactement comme je l'ai fait dans l'espace. Donc, il y a une structure, en fait, affine pour le temps, qui est l'espace temporel et R. Ça, c'est l'espace affine du temps, et l'espace affine... donc, il est euclidien à une dimension, et pareil donc pour l'espace. OK, alors, chapitre 2. Transformation de Lorentz. Vlan. Oui. En disant qu'on peut prendre n'importe quelle référence pour le temps, c'est-à-dire que le temps est infini, mais Oui. dans une certaine mesure, mais on n'a pas une sorte de zéro de temps. Non. Alors évidemment, vous savez que l'univers a un instant initial si on extrapole, etc. Mais ça, c'est de la relativité générale, justement. Pardon ? L'espace-temps serait... Infini dans l'espace, infini dans le temps. Même indépendamment de la création de l'univers. Oui, parce que justement, dans la conception newtonienne, il n'y a pas de création de l'univers. Il y a toujours un instant qui précède à chaque instant, et toujours un instant qui succède. Effectivement, la structure affine de notre espace, comme je disais, donc c'est un ensemble de points espace et R3. Et pour le temps, c'est un ensemble de points, donc d'instants et R. En chaque point, enfin, vous prenez 2 instants, vous pouvez faire un vecteur qui les relie. Alors c'est un nombre puisque c'est qu'une dimension, mais voilà, comme on a vu là. Donc si vous voulez, c'est le vecteur T1, T2, voilà, etc. Enfin, et c'est tout R, effectivement, de moins l'infini à plus l'infini. Oui, oui. Alors, c'est intéressant parce que maintenant, on sait tous qu'il y a un problème avec le temps. Enfin, on connaît tous la cosmologie, l'histoire de l'univers. Mais avant la relativité générale, ça aurait paru complètement saugrenu qu'il y a un instant, puis il n'y a pas d'instant avant. D'ailleurs, ça paraît encore saugrenu, c'est-à-dire, on se pose tous la question, d'accord, mais qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang, en fait? Parce que, alors, cette question, le fait qu'elle n'ait pas de sens au sein de la relativité générale, n'empêche pas qu'on a du mal à se la retirer. Donc, la question que vous posez, elle est très pertinente. Il y a un conflit entre cette idée et l'idée d'instant zéro. Oui. Enfin, d'instant zéro physique. Oui, oui. Voilà, c'est ça. Parce que sinon, voilà, je choisis. Mais effectivement, le temps dont je parle, le temps dont parle la relativité restreinte et dont parle la physique classique, c'est ce temps-là. C'est ce que j'appelle le temps newtonien. Et donc ça, c'est l'espace euclidien, quoi. Donc, donc c'est vraiment important. En physique classique, on a l'espace et le temps. Quand on approfondit un peu la manière dont ces choses-là émergent, ce qu'on a fait là, depuis le début,
on s'aperçoit que, en fait, pour construire l'espace, il faut s'appuyer sur un référentiel. Donc, en fait, il y a un espace par référentiel. Pour désigner des points, il faut dire par rapport à quoi. Mais tous ces espaces sont les mêmes. Donc, on va pouvoir les relier d'une façon ou d'une autre. Et il y a un temps qui, lui, par contre, est le même dans l'intuition newtonienne. Le temps, il a cette structure, et c'est le même pour tout le monde. C'est un truc absolu. Il peut y avoir des mouvements dans ce temps-là, donc les référentiels sont différents les uns des autres, mais ils sont tous entraînés par le même temps, entraînés entre guillemets. Ce qu'on va voir maintenant, c'est que dans la mesure où on n'a pas de procédure pour relier en fait les temps qu'on construit au sein d'un référentiel et les temps qu'on construit au sein d'un autre, je peux construire des temps au sein des référentiels par la procédure que je vous ai dit. On peut se mettre d'accord sur utiliser des durées, se mettre d'accord sur l'unité de durée et utiliser cette unité de durée pour désigner des instants. Si je n'ai pas de procédure pour le faire d'un référentiel à un autre, peut-être que ce n'est pas vrai en fait. Peut-être que ce n'est pas sûr en fait que tous les référentiels sont entraînés dans le même temps, etc. Peut-être que ça n'a pas grand sens. Donc, la seule chose que je vais faire, c'est que je vais arrêter de le supposer. Et je vais simplement dire que, par contre, les événements physiques, ils sont ce qu'ils sont. Si je fais ça, tout le monde, enfin, cet événement est identifié par le fait que j'ai claqué des doigts à un certain moment. Pour chacun, cet événement a eu lieu, enfin, c'est indépendant du référentiel, ça a eu lieu, ça a eu lieu. Ça fait partie de la réalité physique. Donc, les événements existent. Alors, comment je fais premièrement une formalisation. Je vais formaliser le problème que je veux résoudre et après je vais le résoudre. Donc, le point clé, c'est que les événements existent. Ils existent en eux-mêmes. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est des éléments de la réalité physique que je peux considérer, je peux les désigner, enfin, ils existent par eux-mêmes. C'est toujours difficile de définir des notions d'existence, d'être, etc. Donc, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vais pouvoir désigner un événement particulier, quel que soit le référentiel. L'événement, il a eu lieu, c'est un élément de la réalité physique. Je vais le mettre comme ça, élément de la réalité physique. Et donc, ce que j'appelle événement, donc c'est quelque chose qui a lieu à un endroit donné, à un moment donné. Mais pour dire à un endroit, je suis obligé de dire à un endroit d'un certain référentiel. Pour chaque référentiel, ça a lieu à un certain endroit, mais je ne peux parler d'endroit qu'au sein d'un référentiel. Donc cet endroit, il est lié à un référentiel. Et de même, pour le temps, j'ai toujours supposé un peu facilement que je n'avais pas besoin de préciser un référentiel pour dire à quel moment, mais puisque je n'ai pas trouvé de procédure pour synchroniser les horloges, soyons prudents. Ce qui est sûr, c'est que je peux le faire au sein d'un référentiel. Donc, très bien. S'il s'avère à la fin qu'en fait, je peux dire que c'est le même instant, enfin, trouver un temps universel, très bien. Mais comme j'en suis pas sûr, je ne vais pas le supposer. Donc, je vais choisir un certain référentiel. Alors, je ne vais prendre que des référentiels galiléens de façon à ce qu'ils soient équivalents d'un point de vue du mouvement. Donc, je peux vraiment comparer ce qui se passe dans l'un et ce qui se passe dans l'autre en m'appuyant sur des coordonnées cartésiennes construites toutes de la même façon. Enfin, voilà. Donc, référentiel R, enfin, référentiel galiléen. Donc, je vais en prendre deux, en fait, R et R'. Donc, il y a juste une vitesse qui est constante au cours du temps entre l'un et l'autre. Donc, je vais appeler V0 leur vitesse relative. Alors, oui, enfin, il y a un petit abus de langage. Enfin, si R' va V0 par rapport à R, évidemment, R va à moins V0 par rapport à R'. Donc, c'est leur vitesse relative. En fait, donc je vais dire, en fait, V0, ça va être V de R' par rapport à R. Voilà, c'est plus... À un signe près, c'est leur vitesse relative. Donc V0, c'est la vitesse de R' par rapport à R. OK.
Et donc, je vais considérer les événements, en fait, tous les événements de la réalité physique peuvent être vus dans R ou dans R'. Chacun de ces événements a lieu, et donc, pardon, et je vais utiliser dans ces référentiels un système de coordonnées cartésien pour l'espace et cartésien pour le temps, enfin, ou newtonien pour le temps, je ne sais pas comme vous voulez. Tel que j'ai décrit avant. C'est-à-dire que les différences de coordonnées, c'est des longueurs. À 1D et puis à 3D, c'est, dans l'espace, c'est Pythagore. Donc, chaque événement va être repéré, donc je note E comme ça à l'événement, par ses coordonnées. Il est défini par ses coordonnées dans R, x, y, z, t. Je vais mettre indice R ici. Et le même événement, parfaitement bien identifié, je peux le considérer du point de vue de R'. Évidemment, il va y avoir d'autres coordonnées, x', y', z', t'. Peut-être que t' et t, ce sera pareil, j'en sais rien, je ne le suppose pas, parce que je ne sais pas. Dans R'. Le point clé, c'est que je parle du même événement. Et je peux faire ça pour tous les événements. Voilà. Chaque événement a lieu à un endroit donné, à un moment donné, quel que soit le référentiel considéré. OK ? Et la question, donc, c'est quel est le lien entre ces coordonnées et celles-là ? D'accord ? OK, ben on va voir. What time is it? OK. Alors, j'ai en fait un choix supplémentaire sur les systèmes de coordonnées. Déjà, j'ai pris des coordonnées cartésiennes pour que les différences de coordonnées correspondent à des longueurs. Bon, ça c'est quand même plus simple. Je peux même faire encore mieux, puisque au sein de chaque référentiel, j'ai le choix du repère et de l'origine, je fais ce que je veux. Donc, je vais me débrouiller pour que les origines coïncident à l'instant 0 de chacun. D'accord ? Alors, je vais... oui. Donc, choix du système de coordonnées. Donc, dans R, il y a quelqu'un qui décide que toc, ça, maintenant c'est 0. Donc, il y a un choix de t égale 0 dans R. Et puis, la personne qui est en charge du système de coordonnées, donc elle choisit l'instant 0 et elle choisit l'origine. Donc il y a un événement parfaitement bien identifié, qui est l'événement position de l'origine choisie, instant 0. Donc ça désigne un événement. Je vais l'appeler événement 0, je mets une barre ici. On fera ça. Pour les objets quadridimensionnels, on mettra très souvent 2 barres. Et pour les vecteurs quadridimensionnels, souvent on mettra aussi 2 barres sur le vecteur. Enfin, c'est une convention. On précisera tout ça. Enfin, évidemment, on s'en fiche. Enfin, ça ne change rien à la physique. Ça nous aide à savoir de quoi on parle, parce que comme on va jongler entre les 3D et les 4D. Donc, il y a un préposé ou une préposée au choix de système de coordonnées. Dans R, ils font ce qu'ils veulent. 0, ici, maintenant. Clac. OK, ça c'est l'événement 0. Cet événement est bien déterminé. Et donc, dans R', on peut très bien choisir que cet événement qui a eu lieu à tel endroit, à tel moment, je vais prendre ça comme origine,
Donc ça va être aussi le O'. D'accord. Dans R', on choisit cet événement-là pour l'origine de l'espace et aussi pour l'origine du temps. Tant qu'à faire, on va dire on démarre maintenant, on dit que c'est maintenant l'instant 0. Donc ce même événement, on va dire que ça va être l'origine O' dans R' et T' égale 0. Voilà. Donc, oui? Mais c'est pas contradictoire avec ce qu'on a dit avant? Non? Dans le sens où bah là, on a dit que R et R' avaient une vitesse relative. Ouais. Que dans ce cas-là, du coup, on ne peut pas définir d'instance simultanée. Non, mais on peut se mettre d'accord. Alors, on peut se mettre d'accord sur un événement. Donc, je ne peux pas me mettre d'accord, a priori, sur ça veut dire quoi dans une seconde. Mais je peux décider de mettre à 0 mon chronomètre sur cet événement-là. Les deux disent cet événement, il est bien identifié. Au sein de chaque référentiel, on est capable de construire un temps. Et ce temps-là, on a une liberté pour faire démarrer le 0 où on veut. Donc les deux conviennent qu'ils appellent 0 l'instant correspondant à cet événement. Ça ne contredit pas le fait que peut-être qu'ils ne pourront pas se mettre d'accord sur l'événement 1. Mais ils choisissent de prendre une origine. Chacun peut choisir l'origine qu'il veut. Dire, ah bah tiens, on va prendre le même événement pour origine. Ok, très bien. Mais après, ils ne pourront pas parce que leur évolution respective elle sera différente. Ah oui, c'est ça. Après, ce qu'on va voir, c'est que oui, ce que l'un appelle dans une seconde, ce ne sera pas dans une seconde pour l'autre. Ou pas forcément. Enfin, vous savez évidemment que ce ne sera pas le cas. Mais par contre, oui, ça c'est important. On peut un événement est bien identifié et il peut servir de référence à tout le monde. On dit, ah ok, c'est ça mon origine spatiale et temporelle. Très bien. Hein, donc les événements sont bien définis. Les points ne sont pas définis, mais les événements sont bien définis. Ok, donc on choisit ça. Et puis ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que donc il y a une vitesse relative entre les deux, V0, qui est donc par défini par choix, enfin je pourrais faire l'inverse, mais on va dire que c'est la vitesse de R' par rapport à R. Chacun a choisi une origine pour l'espace, ils peuvent maintenant choisir un système d'axes. Ils peuvent tourner comme ils veulent. En fait, ils vont tous les deux choisir comme axe X, alors l'un X, l'autre X', ils vont choisir comme axe X l'axe de la vitesse en question. Ils ont une certaine vitesse relative dans une certaine direction. Et bien, ah bah tiens, on va prendre ça, on va appeler ça l'axe X. Pourquoi pas? Chacun a le choix. Donc, choix de l'axe X. Choix de l'axe X et X', tel que donc V de R' par rapport à R, c'est V0 UX, et V de R par rapport à R', c'est le même V0 évidemment, U. Alors en fait, c'est moins V0 UX'. C'est-à-dire qu'ils choisissent en fait l'axe X dans la même direction. Oui? Exactement. C'est une translation, c'est deux référentiels galiléens. Donc ils sont en translation uniforme. Donc je vous les dessine. X, qui est Y par là, Z par là, l'origine O. Et puis, donc pour R', on va choisir X'. O', alors O' donc se déplace, enfin on va l'écrire. Y', Z'. Donc en gros, on a le choix pour l'origine. On choisit l'origine coïncidente à l'instant t égale 0 et t' égale 0. On a le choix de l'axe X, on choisit l'axe selon lequel ils sont en train de se déplacer l'un par rapport à l'autre. Et pour Y' et Z', alors chacun peut construire son espace 3D. On peut choisir pour Y et Z, on peut tourner, enfin on veut une base orthonormée directe X, Y, Z. On peut choisir n'importe quel angle autour, là, comme ça. Bon, ils vont choisir. De toute façon, il y a invariance par rotation. Hein. Ils choisissent de telle façon qu'à l'instant 0, etc., ça coïncide. C'est-à-dire que le plan. Ils choisissent le plan X ou Y, que ce soit le même plan que X. Alors,
c'est un tout petit peu délicat de dire ça parce que on est déjà en train de parler d'une direction. Il faudrait pouvoir dire, en ce point-là, on peut choisir une direction et ils choisissent la même. On verra peut-être plus tard si ça pose un tout petit léger problème. Enfin, si je parle du plan, je parle d'un truc étendu, et du coup, à quel moment? Parce que s'il y en a un qui bouge par rapport à l'autre... Oui, alors justement, on va prendre... En fait, oui, c'est ça. On va prendre... Oui, on peut... Oui, non, c'est ça. Puisque c'est une translation, en fait, le plan... Enfin, tous les plans qui contiennent X... Enfin, donc un plan défini par deux droites, X et une autre, ce plan-là glisse sur lui-même pour l'autre référentiel. Donc, il y en a un qui prend un plan et dit ça, c'est mon plan X, X, O, Y. Et l'autre dit, ah, ça, ton plan, là, ce plan que tu désignes, qui est toujours le même et qui restera le même tout au long du mouvement, ah, c'est celui-là que tu as appelé Y, ok, donc moi je l'appelle Y'. Donc ils se mettent d'accord pour que les axes, les systèmes d'axes ainsi définis soient parallèles. D'accord. Donc c'est juste, j'essaye de prendre un système de coordonnées le plus simple possible pour pas en plus avoir géré une rotation. Je veux regarder le lien, enfin comment on passe des coordonnées dans R aux coordonnées dans R'. Évidemment, si j'ai un lien comme ça, je peux en plus faire une rotation dans l'espace d'arrivée, puis une autre dans l'espace de départ. Et du coup, ça va être un peu compliqué, la relation. Mais je ne gagnerai rien. Donc, je fais le truc le plus simple possible. Je prends des axes comme ça. Et je me débrouille pour que le référentiel R' donc, soit en fait en translation le long de l'axe X, comme ça. Enfin, dans la direction X. Et je considère un événement E de coordonnées x, y, z, t, qui est dans R, et ce même événement, je vais le noter avec la double barre, c'est un événement, c'est un objet 4D, ce même événement a pour coordonnées x', y', z', t' dans R', et la question que je vais me poser, mais que je vais résoudre la semaine prochaine, c'est quel est le lien entre x', y', z', t', qui désigne un événement quelconque, et les coordonnées de ce même événement dans l'autre référentiel. On peut peut-être écrire tout de suite, puisqu'il reste 3 minutes, ça va prendre 1 minute, on peut écrire tout de suite ce que dirait Galilée ou Newton, ce que dit la physique classique. Que dit la physique classique? Elle dit que... D'abord, elle dit que y' égale y et z' égale z. D'accord? Si cet événement repéré par rapport, enfin, sa coordonnée x, c'est un certain x de t, donc il y a un x de t. Ok, il y a un certain x de t à y, à z et à l'instant t. Cet événement dans R', vu mon choix de système de coordonnées, ils ont pris le même 0 ici pour l'axe Y, Z, etc. Donc j'ai un x' de t', y', z', t'. Ce que dit Galilée, on appelle la transformation galiléenne, c'est que y' égale y, z' égale z, dit aussi, bien évidemment, que t' égale t, temps absolu, je suppose que bah oui, c'est le même instant en fait, puisqu'on parle du même événement et c'est le même instant. Peu importe le référentiel. C'est-à-dire s'il est intervenu 3 secondes après l'instant initial dans le premier référentiel, bah, il est intervenu 3 secondes après l'instant initial dans le deuxième référentiel. C'est pareil, un temps universel. Et qu'en est-il pour x? Eh bien évidemment, si l'événement se trouve en x', ici, donc à une distance x', c'est pour ça que c'est intéressant de prendre les coordonnées cartésiennes, parce que la coordonnée reflète la distance. Donc si elle est à la distance x' de O' à l'instant t', à quelle distance se trouve-t-il de O? Ben, il se trouve à cette distance-là, donc x', plus toute la distance qu'a parcouru O' depuis le début. Donc à l'instant t', où se trouve... Enfin, à l'instant t où t' qui est le même, où se trouve O', ben, il se trouve à la distance V0t. D'accord?
Donc on a x qui vaut x' plus v0t, et par conséquent, x' c'est en fait x moins v0t. Voilà. Donc là, facile. On a écrit ce que vous savez toujours, ce qu'on sait depuis toujours. Enfin voilà, on a écrit l'évidence. Si on est d'accord que le temps est le même pour tout le monde, ben voilà comment on passe des coordonnées de l'un aux coordonnées dans l'autre, en prenant ce choix simple de système de coordonnées. Après, vous pouvez faire les rotations que vous voulez, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà la transformation de Galilée. Et j'écris juste 4 lignes, puisqu'il y a 4 coordonnées. Je n'écris pas la transformation de Lorentz, mais je vous dis, qu'est-ce qu'on va chercher? Pour l'instant, je ne suppose rien sur cette transformation. Et en particulier, je ne suppose pas ça. Mais je ne suppose rien. Donc ce que je vais écrire, c'est que x', c'est une certaine fonction de x, y, z, t. Que y', c'est une certaine fonction de x, y, z, t. C'est-à-dire, ça c'est juste, j'identifie un événement. Cet événement-là, quelles sont ses coordonnées? Bah, c'est une certaine fonction, ça dépend de l'événement dont je parle. Donc il y a une certaine fonction f, g, h pour la coordonnée z, et puis pour la coordonnée t, après tout, je suis très tenté d'écrire ça, mais comme je n'ai pas trouvé de procédure, je ne vais pas le supposer, et donc je vais dire juste c'est une certaine fonction. Et donc ce qu'on va faire la semaine prochaine, ça ne nous prendra même pas toute l'heure, c'est très simple. On va dire, on va chercher ces fonctions-là. Et on va juste dire, ce qui est sûr, c'est qu'elles existent. Elles peuvent être a priori n'importe quoi. Racine carrée de sinus, d'exponentielle, de ce que vous voulez. Je ne suppose rien, je ne sais rien. Je vais juste dire, attention, par contre, l'espace est euclidien, homogène, isotrope. Et le temps est uniforme. C'est-à-dire, si je change l'origine, ça ne doit rien changer. Je vais juste dire ça, et je vais en déduire que ces fonctions-là, elles ne peuvent pas du tout être n'importe quoi. Et je vais voir qu'elles ne peuvent être qu'une seule chose, la transformation de Lorentz. C'est très simple et c'est assez beau à voir. Ok, et bien à la semaine prochaine.